Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Bon vendredi à vous. J'ai 3 vidéos de bataille à vous montrer aujourd'hui. Les forces spéciales ukrainiennes à Kupiansk, à Pokrovsk et dans un autre lieu secret. Sans plus attendre, je vous présente le 3e régiment des opérations spéciales, menant une opération de nettoyage dans une installation industrielle à Bakrovsk. Celle-ci est très intéressante. Un soldat ayant participé à la mission va commenter. Je leur ai donné des drones et des voitures et ils m'ont offert cette pièce du 3e régiment des opérations spéciales. J'ai rencontré des membres de cette unité, ils savent vraiment ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai aussi leur drapeau ici, un grand drapeau avec le loup. Vous pouvez le voir à l'écran. Cette unité et moi, on se connaît depuis un moment. Voyons ce qu'ils ont fait lors de la mission de tenir cette position. L'ennemi a tenté de percer, nous les avons repoussés. Nous avons reçu des informations. Le poste d'observation a signalé que l'ennemi était entré dans l'une des maisons. Ne le fais pas et ne l'appelle pas ainsi. Alors, nous avons attendu. Il y avait de la pluie, un vent fort, rien ne volait. Nous devions le dégager, mais pluie et vent empêchent l'usage de drones. Ça veut dire qu'ils doivent y aller à pied et déloger l'ennemi. Il s'est avéré qu'il y avait 4 soldats ennemis à l'intérieur. C'est une grenade, il l'a préparée. Alors il a ouvert le coin, a vu l'ennemi immédiatement, et il y est allé à fond. Je veux dire, moi, c'était un mitrailleur, il n'y avait pas de tir isolé, rien du tout, il a juste tout envoyé dans le coin. C'est quand je suis entré dans la maison, j'ai commencé à couper les angles et je l'ai vu assis dans le coin, qu'il se reposait ou qu'il faisait autre chose. Le contact a débuté, disons que je l'ai d'abord mis à terre. Et immédiatement, s'il s'ouvre, l'autre gars à l'arrière place son secteur de l'autre côté de cette zone pour que le contact commence. D'accord, sécurise l'avant, l'arrière, tous les secteurs. Les gars comptent les secteurs depuis la lisière des arbres pour que personne ne puisse s'approcher. On nettoyait et il y avait une sorte d'abri, peut-être un sous-sol, peut-être autre chose. Il faut qu'on vérifie. Il est vivant. Fais attention, surveille ce côté. La 2e grenade est entrée là et a explosé. La 3e grenade est entrée, c'est un tir ami. La 3e, boum. Claire. Nous l'avons déjà tué et vérifié 2 fois. Je veux attirer votre attention sur... Ils trouvent un gars assis dans le coin. Il avait déjà été criblé par une mitrailleuse, puis encore touché par quelques tirs isolés plus tard. Ils utilisent nos 3 grenades. Je veux dire, je ne saurais trop insister sur l'importance d'une grenade en tant qu'allié. Tu les lances, pense à gauche et à droite, dans chaque angle mort, sur tout ce qui paraît suspect. Tu inondes ça de grenades. Ça te sauve la vie, ça te sauve la vie. Je pense qu'ils n'étaient probablement pas de l'infanterie régulière car ils formaient un groupe soudé. L'infanterie régulière est généralement envoyée un par un et là, c'était un groupe de 4. Ils portaient des tenues de camouflage et leurs armes étaient prêtes. Certains avaient des AK-74 standards, d'autres avaient des AK-12. Oui, des AK, 12 pas des Stormtroopers, mais l'assaut Storm Z, l'assaut de la chair à canon. Certainement pas. Est-ce qu'il a réussi à riposter? Non, il était juste assis là à fumer. Nous devons nous replier. Donc encore une fois, ils en ont éliminé un et ils se replient. Tu pourrais demander pourquoi tu le retires. Ce n'était qu'un seul gars, vous êtes 4, vous l'avez éliminé. Généralement, les gars donnent tout de suite leurs coordonnées quand ils sont blessés, donc disant je suis ici blessé, je meurs. Ils envoient les vues à la première personne, donc leur dernier acte dans ce monde sera d'inviter des vues à la première personne sur ses coordonnées, ou un barrage d'artillerie sur ses coordonnées. Donc les autres gars, les officiers russes, peuvent bien savoir qu'il est là, qu'il est déjà blessé ou mort, mais ils envoient quand même l'artillerie ou des vues à la première personne. Les Ukrainiens le savent, donc celui qui a éliminé ce type doit s'enfuir tout de suite. L'ennemi, lors d'un contact. Ils ne tirent pas.
Ils appellent aussitôt leur pilote de drone en vue à la première personne qui vole vers nous. Et ils volent. Nous sommes restés 5 à 10 minutes avant de nous replier, puis nos gars les ont éliminés en vue à la première personne, donc il y avait plus d'adversaires. Maintenant, le dernier gars tire vers l'arrière pour maintenir tout le monde à couvert, ceux qui voudraient leur tirer dessus. Et ils s'exfiltrent à travers ce champ, en courant. Encore une fois, des missions bien exécutées. Nous avons vérifié, ils étaient répartis. C'est le lendemain matin, tout droit devant. Il est assis? Il est assis? Il est assis là. Ils arrivent en avion. Donc ils ont repéré une embuscade russe en vue à la première personne. Parfois, les Russes et les Ukrainiens, tous les deux, ils posent ces drones à la première personne, les mettent en mode veille et ils s'activent quand ils détectent un mouvement. Et celui-ci attendait que les Ukrainiens reviennent. Ils sont effectivement revenus. Mais ils ont repéré ce drone dormant en vue à la première personne, ou une mine volante, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, et ils l'ont éliminé. Mission parfaitement exécutée selon moi. Il m'en reste 2 autres pour vous. Le suivant est le 38e centre des opérations spéciales. Leurs combattants nettoient Kupiansk et il n'y a pas d'échange de tirs dans cette vidéo. Mais il y a tellement de techniques de vente d'ouverture, des angles et de tactiques urbaines, de tactiques d'infanterie, j'ai juste envie de regarder ça. C'est magnifique. Aussi remarque l'humidité, la boue, c'est vraiment déprimant. Ça pourrait être n'importe quelle cour à Kupiansk, n'importe quelle maison, elles ressemblent toutes à ça, elles sont toutes détruites. Kupiansk est quasiment détruite. Le premier gars, tu sais, lui touche l'épaule, avance avec lui. Parce que vous bougez toujours ensemble, on voit déjà l'entraînement commun transparaître dans les petits gestes, en s'ouvrant à cette cour. Dans celle-ci, remarque comment ces tunnels de vie, ces tunnels logistiques, avec les filets de pêche, tu sais, face aux vues à la première personne, ils se sont effondrés. Donc celle-ci ne fonctionne pas. Tu ne peux pas utiliser cette route. Ouvrir les angles. C'est tellement psychologiquement éprouvant. Vous dites que je fais trop de pauses, mais ces vidéos très rapides sont comme des compilations. J'ai envie de commenter tout ce que je vois. Regardez l'ouverture dans ce coin, regardez ça. Le gars entre, il ouvre le coin droit, celui qui ouvre le coin gauche s'ouvre immédiatement à gauche. Ça aurait pu être un peu plus rapide, honnêtement. Mais ces gars sont tellement fluides. Et il y a un petit chat juste ici. À quel point c'est stressant d'ouvrir virage après virage et de faire ça pendant des heures, chaque jour, pendant des années. Je veux dire, être fantassin dans des zones urbaines, ça te retourne la tête. Maintenant, je vous présente les opérateurs du 8e régiment des forces d'opération spéciales et ils combattent à Donetsk. Et ils patrouillent. Et ils viennent d'établir un contact à environ 150-100 mètres de distance. Grosse explosion. Ils patrouillent sur la route en suivant un schéma en damier, un motif de dame. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, pardonnez-moi. Donc ils savent qu'il y a un gars dans ce bâtiment qui ouvre le feu avec une énorme explosion en le mitraillant. Ne vous mettez pas au milieu, tirez sur nous. Donc ils sont en train de réfléchir à la façon de s'y connecter, comment attaquer ce bâtiment et sous quels angles. Ils ont choisi de passer à l'avant, par le même endroit, vu en premier. Ils y vont. Et ils font exploser l'entrée du bâtiment. Et c'était énorme. Je ne sais pas ce que c'était, mais les combattants n'ont généralement pas autant de puissance de feu avec eux. C'était une mine anti-char, je ne sais pas où ils l'ont eue. Je suppose qu'ils la transportaient, mais ça a détruit toute la maison. Et il s'est avéré qu'il y avait un soldat russe à l'intérieur. Il est parti maintenant, ratissant tous les coins. C'est pourquoi la plupart du temps, tu balances une grenade sur tout ce qui te paraît suspect. J'adore ce détail, c'est petit, tu n'es pas obligé de le faire.
Certains ne le font pas, d'autres oui, mais ce sont des forces d'opération spéciales, non? En tirant les coups de grâce, un autre combattant passe devant son secteur, devant son canon. Regarde la victime. Il le relève immédiatement. Il le relève parce qu'il y a un gars dans son secteur. Il le remet en place. Je veux dire, c'est un détail tellement insignifiant. Mais c'est un professionnel. Il ne braque pas son arme sur ses propres gars, même en zone de guerre, même en plein échange de tirs, tu ne braques jamais ton arme sur tes gars. C'est tellement facile de faire ça. Au lieu de passer au-dessus, c'est bien plus dangereux, pour une si petite chose. Mais j'ai vu des gens qui connaissent les armes, qui vivent avec des armes depuis des années. Sur les stands de tir, ils braquent leurs propres gars, comme ça, en agitant le canon partout. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de personnes, un danger pour la société et la communauté des armes à feu. Ne braquez pas les autres gars, encore une fois, ouvrir l'angle, j'adore ça. Une si petite grange où on ne pouvait même pas vraiment rentrer. Ils vérifient encore chaque petite fissure parce que les Russes aiment se cacher dans ces petits endroits. C'est bon, on filme. Et maintenant, ils sont en train d'exfiltrer. Ils en ont éliminé 4. Je ne vais pas les montrer, mais 4 Russes ont été tués au combat dans cette mission. Encore une fois, parfaitement exécuté. À plus j'adore voir un bon travail d'infanterie. Maintenant, nous allons regarder comment lancer un drone kamikaze. Ceci est, je crois, un Molnia russe, un Molnia à voilure fixe kamikaze, et ils le lancent à la main, par les ailes. Il est écrit, pour mon frère, en russe, quelque chose comme ça, une inscription « Vol sur l'aile ». Pour notre frère, oui, il va bientôt partir. Sur le point de surprendre tous, il vole. Ouais. Oh ouais, les Russes ne cessent jamais de m'étonner. C'est génial. D'accord, voyons aussi des vidéos de drones ukrainiens sur l'assaut russe à moto et à pied. Celui-ci en particulier a 2 motards, 2 soldats et 2 motos, mais remarquez que les 2 motos se sont coincées dans quelque chose. Ceci est un faisceau de câbles à fibre optique. Il y en a une telle saturation sur le front. Si vous roulez à pleine vitesse à travers n'importe quel champ, ils vont s'enrouler dans vos roues. L'un d'eux est très facile à casser, mais 100 d'entre eux pas tellement. Ils bloqueront votre vélo, vous ne pourrez plus avancer. C'est ce qui est arrivé à ces 2 gars ici. Vous devinez sûrement la suite que je ne vais pas montrer. Je vous laisse imaginer la suite. Mais la même situation se produit dans la vidéo suivante où 2 assaillants de l'infanterie. Pas besoin de vélo pour rester coincés. Ces gars sont bloqués à pied dans un champ de fibres optiques. Ils sont empêtrés dedans, complètement empêtrés dedans. Regarde ça. Comme quand tu étais enfant, tu avais plein de ficelles, tu remplissais toute la pièce avec. Je l'ai fait, j'ai tout rempli. C'est comme un piège, tu sais, quand mon parent entre, il est piégé dans ses ficelles. Eh bien, c'est la même situation. Un moi de 5 ans aurait fabriqué ce piège. Et maintenant, mes amis, je veux vous présenter les pouvoirs de guérison et magique d'un drone ukrainien, Baba Yaga. Parce que dans celle-ci, vous pouvez voir 4 Russes portant un Russe blessé sur une civière. C'est vraiment difficile de porter un homme, surtout sur une longue distance. Alors ils le portent, 4 hommes sur une civière. Baba Yaga offre 2 cadeaux, et aussitôt, voyez ce qui arrive. Le gars sur la civière se lève et court le plus vite. Tous les autres sont partis, mais c'est lui qui court le plus vite. Vous avez été guéris par les pouvoirs magiques et divins de la Baba Yaga. C'est parfait, mes amis. En cas de problème avec vos jambes ou autre chose, une Baba Yaga peut toujours vous aider. Dans cette prochaine vidéo, nous allons en Crimée, et voici l'unité des fantômes ukrainiens, qui frappent généralement les radars. Mais dans celle-ci, nous avons vu comment ils ont abattu un avion que les Russes n'avaient jamais perdu auparavant. Et vous pourriez vous dire, quoi ? C'est un MiG-29. Comment est-il possible qu'ils n'aient en passant jamais perdu un MiG-29 ? Mais c'est parce qu'ils ne les ont pas encore mis aussi près du champ de bataille. Mais c'est un MiG-29 bien garé sur le tarmac, et un drone fantôme l'enlace, lui faisant de petits bisous. Maintenant, ces MiG-29 sont déployés un peu partout pour protéger les aérodromes, les usines et les raffineries de pétrole contre les drones ukrainiens. Il assurait des missions de défense aérienne, mais il a été détruit au sol près de Keita. C'est un spectacle magnifique.
Maintenant, regardons comment le EUR ukrainien, vous savez, je parle de cours, comment ils ont un réseau d'agents à l'intérieur de la Russie, et ces agents incendient les chemins de fer russes, les boîtiers de relais. Ce sont ces boîtiers qui transmettent les signaux, décident quels trains peuvent aller où. Eh bien, ils sont importants. Croyez-moi, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font exactement. Je sais seulement qu'ils sont faciles à détruire et essentiels au bon fonctionnement. C'est tout ce qu'il me faut savoir. Si j'ai de l'essence et des allumettes, je peux enlever ça aux Russes. Et ceci est une compilation de toutes les différentes villes où ces agents, les agents du direction principale du renseignement à l'intérieur de la Russie, ont incendié ces boîtiers relais. Facile à faire, on ne se fait pas attraper, et c'est vraiment douloureux pour la logistique ferroviaire. Regardez ça. Et Drancy, si vous savez à quoi servent vraiment ces boîtiers, dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment en apprendre plus à ce sujet parce que, vous savez, chaque pays, la Russie, la Corée du Nord, l'Occident, a ces boîtiers à côté des voies ferrées. Ils doivent forcément servir à quelque chose de très important. Remarquez comment ces opérateurs montrent toujours le trident ukrainien, comme ça en parlant du direction principale, du renseignement. Je n'en ai pas fini avec eux parce qu'ils n'en ont pas fini avec les explosions en Russie. J'ai vu beaucoup de vidéos d'opérateurs du direction principale du renseignement en train de faire exploser des choses et en fait de filmer ça et de filmer la télécommande avec laquelle ils le font. C'est vraiment une scène digne d'Hollywood. Et ils ont décidé d'attaquer à nouveau le pipeline Trushpa. Le pipeline Trushpa livrait du pétrole à la Slovaquie et à la Hongrie, mais ce n'est plus le cas parce qu'il est stand cassé et l'Ukraine veille à ce qu'il le reste. Voici l'endroit, Kajinski-Wielki. C'est près d'où l'explosion a eu lieu. En fait, nous avons une excellente vidéo de l'explosion, car cet opérateur du direction principale du renseignement était accroupi à côté et filmait la scène. Regarde ça, quand tu fais tout exploser, tu peux être fier. C'est un super boulot et on a beaucoup de vidéos comme ça. Cela démontre que le direction principale du renseignement a réellement un réseau d'opérateurs sur le sol ennemi qu'ils peuvent en contrôler. Ils peuvent te guider, ils peuvent recevoir des vidéos, ils peuvent les publier. Je veux dire, c'est dingue. Il n'y a pas un tel réseau en Ukraine contrôlé par le direction principale du renseignement, l'équivalent russe. Non, mais il y a de tels opérateurs en Russie, contrôlés par le direction principale du renseignement, le renseignement ukrainien. Donc c'est incroyable. Ce soir, nous avons également reçu des images d'Ukrainiens frappant un terminal de gaz naturel au port de Temriuk, ce soir. Hier soir, je veux dire. C'est sur la mer d'Azov, en Russie. Et d'habitude, quand ils frappent dans ces terminaux de gaz naturel, ça explose fortement parce que c'est du gaz naturel. Ça aime exploser quand on y met le feu. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce que celui-ci a fait. Regardez toute cette liberté exportée en Russie, c'est magnifique. Bien sûr, nous avons des familles russes qui passent en voiture et qui filment tout pour nous, donc je peux vous le rapporter. C'est parfait. Ils le font parfaitement. Impossible de mieux faire. Regardez, ça illumine le ciel. Ce n'est pas encore le nouvel an, mais en Russie, chaque jour est le nouvel an. Parce que vous avez des explosions gratuites aux frais de l'État. Aussi, c'est ici que c'était la mer d'Azov, le détroit de Kerch était juste ici, le port de Temriuk juste là. Même de très loin, ils pouvaient le voir et ils nous insultent. Aussi, pas besoin de faire ça. Ce n'était pas ça, d'ailleurs. Les Ukrainiens ont également frappé hier, l'une des plus grandes usines chimiques russes qui fabrique des composants de base pour le complexe militaro-industriel, pour les systèmes d'armes, les missiles, les drones. Je veux dire, regardez la photo satellite de Google de ce complexe industriel, c'est absolument gigantesque. Si vous attaquez ça, ce n'est pas comme si vous envoyiez 1 ou 2 drones. Envoyez 10 drones, analysez les dégâts, puis répétez l'envoi 2 fois. C'est un processus, tu sais ce qu'on dit du deuil, c'est un processus. Tu sais quoi dire à propos de cette immense usine chimique et comment la détruire? C'est un processus. Cette usine a déjà été touchée, c'est la 2e fois, et maintenant ils l'ont frappée à nouveau, n'est-ce pas? Nevina Miski, usine chimique Azo à Stavropol. C'est ça qui a été frappé, pas trop fort, et je suis sûr qu'ils vont le frapper à nouveau avant que le nouvel an n'arrive.
Et cette photo est particulièrement réussie parce qu'à l'arrière, on peut voir la magnifique boule de feu de la liberté, et à l'avant, on peut voir un avion russe prêt à être englouti par les flammes. Aussi ce jet, je suis presque sûr qu'il est censé défendre le ciel. Il n'a pas fait son travail. Et la dernière frappe de drone ukrainien dont je vais parler aujourd'hui vient de Grozny, en Tchétchénie. C'est le plus haut bâtiment de Grozny, de tout Grozny. Mais c'est l'un des bâtiments phares du régime de Kadyrov, l'un de leurs bâtiments symboliques. Voilà son apparence actuelle. Il y a un petit trou dedans. Un trou de liberté fait par des drones ukrainiens épris de liberté. Magnifique. Maintenant, en parlant de la Tchétchénie, bien sûr, je ne veux pas dire que tous les Tchétchènes sont des traîtres. Certainement pas. Il y a de très grands combattants tchétchènes qui se battent pour l'Ukraine. Ils ont leurs propres unités. Et ce sont de vrais patriotes à mes yeux. Je veux vous montrer ce qu'est, pour moi, un patriote tchétchène. Cela nous ramène à la première guerre de Tchétchénie, de 1994 à 1996. Voici un combattant tchétchène qui se bat contre les Russes, adressant un message à son fils depuis la ligne de front. Regardons cela, c'est tellement représentatif de son époque. Dois-je parler ou pas ? Je veux m'adresser à mon fils par son surnom, Zico. Armin, sois sage, écoute ta maman et prends soin de toi. Nous nous battons tous ici, même ton père. Je souhaite santé et bonheur à tous les enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, je crois avoir terminé. Je voulais simplement te demander si soudainement, Dieu nous en préserve s'il arrivait quelque chose. Oui. Les Tchétchènes ayant combattu les Russes pendant les 2 guerres de Tchétchénie étaient de vrais héros et patriotes. Je veux dire, la façon dont ils se sont battus. C'était un vrai combat de David contre Goliath, ils étaient largement en infériorité numérique et moins bien armés, dépassés. L'armée russe, ce n'est pas la Russie, l'Ukraine, la Tchétchénie était bien plus petite, mais elle a mené un combat très féroce contre les Russes. Je veux dire, la Russie a perdu la première guerre, donc j'ai énormément de respect pour ces Tchétchènes qui se sont battus lors de la première et de la deuxième guerre de Tchétchénie. Les Kadourovites ressemblent maintenant à des Barbies TikTok, sans offenser Barbie. Barbie est génial, mais trouvons un autre mot. Tu sais, ils sont très amicaux avec les chèvres et pas doués pour se battre. Ils font surtout des vidéos TikTok et sont amis avec les chèvres, tu vois. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je reviendrai pour vous lundi, mercredi, vendredi, la semaine prochaine et peut-être aussi mardi et jeudi. Je ferai de mon mieux. Si vous n'avez pas encore de cadeau de Noël pour quelqu'un ou pour vous-même, peut-être pour votre fils ou votre fille, j'ai un livre pour vous. Le cadeau parfait est un livre d'ailleurs qui donne envie de lire, mais c'est un livre humoristique. Ne vous laissez pas tromper par le titre ou la photo. C'est très drôle et c'est une lecture très légère. J'ai fait en sorte que ce soit une lecture légère. Procurez-vous-le via le lien en description. À la prochaine vidéo, mes amis Slavo, Crinier, au revoir.